Son corps était là, en travers. Exactement ici. La tête par là, et il y avait 4 impacts de balles de 9 mm. Route de Tonacatepec, dans la campagne salvadorienne. Le mercredi 2 septembre à 14 h, c'est ici que Christian Poveda est abattu de 4 coups de feu, tirés à bout portant. Je vois un 4x4, modèle Pathfinder. Et sur le côté, il y a le corps d'une personne de sexe masculin. Un homme de race blanche. Il présente des impacts de balles. On peut en voir 4. Oui, 4. On vient d'apprendre que Christian Poveda, le journaliste franco-espagnol, a été victime de la violence dans ce pays. C'est un crime qui a choqué l'opinion publique nationale et internationale. Christian Poveda, le voici ici, chez lui au Salvador, où il vivait depuis 4 ans. Il venait de terminer un documentaire consacré aux gangs armés qui ensanglantent le pays. Poveda avait réussi à gagner la confiance de l'un des gangs, le gang de la 18. Des gamins d'une vingtaine d'années qui contrôlent tous les trafics locaux et se livrent à une guerre sans merci avec les gangs concurrents. Il a intitulé son film « La vida loca », la vie folle. Voici comment il en parlait à la télévision espagnole un mois avant sa mort. Ce qui m'intéresse depuis le début, c'est l'aspect humain. Je voulais comprendre qui sont ces jeunes et comment il est possible que ces gamins intègrent les gangs. Poveda a vécu au plus près des gangs pendant plus d'1 an, sans jamais craindre pour sa vie. Il a filmé les tatouages rituels, la litanie des enterrements, l'impossible rédemption de ses enfants perdus. Alors pourquoi la violence des gangs s'est-elle soudainement retournée contre lui, le journaliste? Son film lui a-t-il coûté la vie? San Salvador, la capitale. Aussitôt arrivé sur place, nous demandons à retourner sur les lieux où Christian Poveda a été assassiné. Rendez-vous au commissariat de Tonacatepec. C'est cet officier de police qui a découvert le corps de Christian. C'était il y a 3 jours. Il accepte de nous emmener sur les lieux du crime. Cagoule obligatoire. La zone où nous nous rendons est à seulement 20 minutes du centre-ville, mais c'est une région dangereuse. La police ne s'y aventure jamais sans précaution. 4 hommes armés nous escortent. Dans cette zone, le premier problème, ce sont les meurtres. Il y a aussi beaucoup de vols et d'agressions. Souvent, c'est là qu'on retrouve des gens qui ont été kidnappés dans d'autres régions du pays. Ils les amènent ici pour les abattre. On retrouve souvent leurs corps dans des voitures abandonnées. Tenez, regardez, c'est ici qu'on a trouvé le corps. Il était hors de la voiture. D'ailleurs, regardez, vous pouvez encore voir les traces de pneus. Son corps était là, en travers. Exactement ici. La tête par là, et il y avait 4 impacts de balles de 9 mm. Et les impacts se trouvaient partout sur son corps? Non, rien dans le corps, tout dans la tête. Ici, c'est un lieu à haut risque, car on est sur une terre contrôlée par les gangs. Dans cette zone, ils peuvent commettre leurs crimes tranquillement et s'échapper facilement. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre là? Ça, c'est très probablement un fusil. Des coups de fusil. Parce que le bruit est très sec. C'est typique du fusil. C'est très commun dans cette zone, vous savez. C'est rempli de bandes armées par ici. Toujours sous escorte, nous nous rendons dans le village le plus proche, à une centaine de mètres de la scène du crime. L'enquête s'oriente immédiatement vers le gang qui contrôle ces lieux, le gang de la 18, celui-là même que Christian avait suivi pendant 1 an pour faire son film. Nous décidons de questionner les villageois.
Bonjour madame, on voudrait savoir ce qui s'est passé le jour de la mort du journaliste français. Je ne sais rien. Je ne peux rien vous dire. Depuis votre maison, vous n'avez pas entendu les coups de feu, vous n'avez rien entendu? Non, rien du tout. Non, rien. Je ne sors jamais d'ici, je vous assure, je ne sais rien. Mais vous savez qu'il y a des gangs par ici. Oui, mais si tu ne t'occupes pas de leurs affaires, il ne t'arrive rien. C'est la seule chose que je puisse vous dire, monsieur. Une loi du silence qui rend l'investigation policière compliquée. Au Salvador, seuls 10% des enquêtes criminelles sont élucidées. C'est presque impossible de travailler ici. Quel est le risque pour les gens qui habitent ici? Ils risquent le pire. On peut s'attaquer à toute leur famille. Rien que dans ce hameau, il y a eu 3 homicides depuis le début de l'année. Mais la police semble avoir fait de cette enquête une priorité et ils sont bien décidés à retrouver les coupables, même dans cette zone qu'ils ne contrôlent plus depuis longtemps. Le problème, c'est qu'en marchant ici, on peut tomber face à face avec des membres de gangs armés. Et au moment où vous vous y attendez le moins, ils vous tirent dessus. Les policiers sont tendus. Nous ne pourrons pas rester davantage. Sur le chemin du retour, nous allons vite comprendre que leur inquiétude n'est pas feinte. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un cadavre dans le caniveau, ils l'ont mis dans un bidon. Allez voir. La violence du pays nous saute aux yeux. Quelques kilomètres plus loin, un deuxième cadavre. Un jeune homme de 20 ans, il vient d'être abattu d'une balle dans la tête. Rapporté à sa population, le Salvador détient le record de criminalité du continent américain. Ici, on compte en moyenne 12 homicides par jour, la plupart par arme à feu. Un bain de sang lié en grande partie à la guerre des gangs, les maras comme on les appelle ici. C'est cette violence que Christian Poveda cherchait à comprendre. Dans les années 80, Christian avait photographié cette violence pendant la guerre civile au Salvador. 20 ans plus tard, il est revenu photographier un pays en paix, mais cette fois-ci gangréné par la violence des maras. De retour au centre-ville, à un carrefour, un gamin des rues s'approche de notre voiture. Un de ces gamins que l'on croise un peu partout dans la capitale et qui vend des DVD pirates pour $1 pièce. C'est quoi ce film? La Vida Loca. T'en as beaucoup? Oui. Combien t'en as? Une douzaine. Et ça se vend bien? Oui. Qui les achète? Tout le monde. Depuis plus d'un mois, on trouve cette version de La Vida Loca, le documentaire de Christian Poveda, à tous les coins de rue. Une diffusion pirate qui n'était pas prévue. Pour Samuel, qui tient une boutique de DVD et qui connaissait bien Christian, la diffusion massive du film a certainement rendu nerveux certains chefs du gang. C'était difficile de se faire accepter par les gens du gang. Et il a réussi. Mais lorsque les copies du DVD sont arrivées partout en ville, là j'ai eu peur. Peur qu'il ne puisse plus sortir vivant de ce pays. Les membres du gang ont-ils pensé que Poveda se faisait de l'argent sur leur dos? Quelque chose dans le film les aurait-il contrariés? Est-ce cela qui a tué Christian? Cet après-midi, nous avons rendez-vous avec un homme qui a joué un rôle crucial dans la réalisation du documentaire de Christian, Luis Romero. 33 condamnations pour vol, vente de drogue et homicide. Depuis 1997, il a cessé toute activité criminelle et se bat pour réinsérer les membres de gang. Ça va les gars? Luis a servi d'intermédiaire au réalisateur, il lui a présenté certains chefs de gang et c'est grâce à lui que Poveda a gagné leur confiance. Luis et Christian étaient devenus amis. Je me sens si triste. Si triste de voir comment mon ami a disparu, avec ses idées, avec son travail formidable. On perd un ami, on perd un grand militant, car il était un excellent militant. Militant, effectivement, Christian l'était devenu. Au-delà de son travail de journaliste,
il s'était engagé aux côtés de Luis dans un projet associatif, objectif, éloigner les gamins des gangs de la criminalité en leur offrant un travail honnête. Dans son documentaire, Christian a filmé cette petite boulangerie gérée par les membres du gang. Image surprenante de ces gangsters qui ont troqué les armes à feu pour la pâte à pain. Mais au Salvador, les autorités ne croient pas à la réhabilitation de ces jeunes. Cette boulangerie a été fermée par la police. Les jeunes qui y travaillent ont tous été arrêtés. Depuis la mort de Poveda, la situation pour les membres des gangs est devenue catastrophique. La première chose que fait la société ou la police dans ce genre de situation, c'est d'attraper les chiens galeux. Et les chiens galeux, ici, ce sont les gangs. Mais Luis ne recule pas. La boulangerie a été partiellement remontée à l'abri du regard de la police dans une petite maison. C'est là qu'il veut nous emmener. Il y a quelqu'un? 4 jeunes de gang travaillent ici. Mais il n'y en aura qu'un pour nous accueillir. Les autres se sont cachés. Ils craignaient de nous voir débarquer avec la police. Tiens, je t'ai apporté de la farine. De la forte, celle que tu utilises pour faire ton pain français. Allez, au boulot. À un atelier de fortune installé dans l'arrière-cour de la maison familiale, Rodrigo vit ici avec sa mère, sa femme et son fils. Grâce à cette boulangerie improvisée, il parvient à nourrir sa famille et fait travailler 3 autres personnes de son gang, de jeunes voyous, devenus artisans boulangers. Je fais 2 fournées, une le matin, une le soir. J'arrive à gagner jusqu'à $7 par jour et c'est du bénéfice net. Hein. $7 qui me restent dans la poche une fois payé tout le monde. Imaginez que maintenant, ce mec, qui était plongé dans la violence, fait du pain pour les autres et qu'il va nourrir des gens. Je crois que ça, c'est la raison de notre fierté. Poveda, de là-haut, le regarde. Il est super fier de ce qu'il voit. Voilà mon four. Touché par le projet, Christian avait lui-même participé à l'achat de 2 fours comme celui-là. Aujourd'hui, grâce aux petits bénéfices engendrés, l'association possède 4 fours et compte bien continuer. Ça a changé ma vie. Parce que maintenant, j'ai un boulot. J'ai plus besoin de traîner dans la rue. C'est ce qui me permet de survivre et de nourrir ma famille. Grâce à ça, je ne risque plus ma vie dans la rue. Pour une fois, je réussis à faire quelque chose de ma vie. En cherchant à aider des jeunes comme Rodrigo, Christian Poveda a-t-il été trop loin? Est-il devenu gênant aux yeux de certains caïds locaux ou des autorités? Est-ce pour cet engagement qu'on l'aurait exécuté? Quatrième jour après le meurtre. Voici l'unique suspect arrêté dans l'affaire Poveda. José Alejandro Melara dit le Puma. Aujourd'hui, il est transféré au palais de justice pour démarrer l'instruction. Sur son torse, le tatouage qui le lie au gang de la 18. Tous les gens qui portent ce genre de tatouage sont des délinquants qui passent leur temps à tuer, à voler, à violer, à extorquer, à menacer. Ces voyous commettent tous ces types de délits. Le Puma est un des chefs de la 18. Il contrôle le territoire sur lequel le crime a été commis. La police le soupçonne d'avoir organisé l'assassinat. On nous donne l'autorisation exceptionnelle de l'interviewer. Tu connaissais Christian Poveda? Non. Tu connais son film, La Vida Loca? J'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas vu. Je travaille, moi. J'ai rien à voir là-dedans. En tant que membre de gang, est-ce que tu aurais le droit de dénoncer l'assassin de Christian? Non. Je ne peux pas le dire, mais moi, je me sens innocent. Et Dieu le sait. Ces gars-là, ils se couvrent entre eux. Ils sont secrets dans tout ce qu'ils font.
Ils savent tous ce que chacun d'entre eux a fait, mais ils ne parlent jamais. Ça reste entre eux. Mais si l'un d'entre eux parle, qu'est-ce qui lui arrive? Ils le tuent. C'est un enfer, hein, mon gars? Vous le tuez, hein? Quelqu'un qui parle, vous le tuez. Celui qui dénonce ce que vous faites, celui-là, il serait bien baisé. vous le tuez. Je peux rien dire. Vous le tuez ou pas? Le Puma ne nous en dira pas plus. Mais depuis son arrestation, la piste d'un règlement de compte au sein même du gang de la 18 se dessine. La bande du Puma aurait dressé une liste de gens à abattre, une liste visant toutes les personnes qui ont participé au documentaire. Membres de gang, mais aussi avocats, magistrats, jusqu'aux membres de l'équipe technique. Dans La Vida Loca, Christian Poveda a filmé une quinzaine de membres du gang. Certains sont morts devant sa caméra ou ont été arrêtés. Il n'en reste que 2 en liberté, 2 jeunes femmes. La Chucky, qui a disparu depuis plus d'1 an, et Little One, la femme au visage barré d'un 18. Ce tatouage, elle se l'est fait en signe d'adhésion totale au gang alors qu'elle n'avait que 17 ans. Mais aujourd'hui, il est devenu sa malédiction. Elle est obligée de se cacher de tous, de la police et des hommes du Puma. Baisse-toi, mon poussin, ne montre pas ta tête. Une semaine après la mort de Christian, nous avons retrouvé Little One. Terrifiée, cela fait plus d'1 mois qu'elle n'est pas sortie de chez elle. Aujourd'hui, c'est différent, sa petite fille souffre d'une infection pulmonaire et notre voiture est la bienvenue pour l'emmener à l'hôpital. Je suis obligée de cacher mon visage, il y a beaucoup de gens ici. C'est dangereux même si des passants te voient? Oui. Car ils peuvent appeler la bande adverse et ils viendraient me chercher. Une amie l'accompagne, c'est elle qui amènera l'enfant chez le docteur. Little One ne peut en aucun cas sortir de la voiture, il en va de sa vie. J'espère qu'ils ne vont pas te garder trop longtemps à l'hôpital. Des gens peuvent te poser des questions sur le bébé. Arrêtez-vous là, arrêtez à l'angle. Il y a moins de gens. Descends ma chérie, faut que je prenne la petite. Allez, viens ma puce, allez, viens. Ça va bien se passer, je vais t'acheter des sucreries. Tes enfants, ils comprennent pourquoi tu te caches ou ils te posent des questions? Ils me posent beaucoup de questions. Et qu'est-ce qu'ils te disent? Ils me demandent pourquoi je me cache, pourquoi j'ai un dessin sur la figure, pourquoi la police nous embête. Ils n'arrêtent pas de m'interroger. Et qu'est-ce que tu leur réponds? La plupart du temps, je ne sais pas quoi dire. J'ai une grosse boule dans la gorge. C'est une situation impossible. Proche de Christian Poveda, Little One refuse pourtant d'évoquer sa mort. Par amitié, nous dit-elle, mais peut-être aussi par peur des représailles au sein de son propre camp. Faudrait que tu ranges ta caméra. Je préfère qu'on arrête. De retour à l'hôtel, nous décidons de contacter une autre personne menacée. David Mendes n'est pas un membre du gang. C'est l'ingénieur du son qui a accompagné Christian sur le tournage. Il a dû quitter la capitale et vit caché, coupé du monde. Il ne communique plus que par téléphone. Bonjour David, comment tu te sens? Je suis sous le choc. Je me sens comme commotionné et je suis inquiet aussi. Je ne peux pas sortir dans la rue car si quelqu'un me reconnaît, cela me mettrait directement en danger. Le problème, c'est qu'ils se souviennent très bien de moi. On se voyait tous les jours avec les membres du gang. Je ne veux pas m'exposer plus que ce que j'ai déjà fait. Tu ne peux pas te cacher comme ça définitivement. Qu'est-ce que tu envisages de faire dans les prochains jours? Je sollicite de l'aide pour essayer de sortir de ce pays, car je suis directement menacé. Je n'ai aucune garantie pour ma sécurité si je reste au Salvador. Si Christian a eu cette fin tragique, il n'y a aucun doute qu'il puisse m'arriver la même chose et je ne veux pas faire partie des statistiques, comme ils disent. Au Salvador, la mort de Christian Poveda a été vécue comme un choc national. Dans les médias locaux, l'impuissance de la police
et montrés du doigt. Alors aujourd'hui, opération de communication. Nous sommes invités à filmer ces 500 recrues fraîchement sortis de l'école de police et censés renforcer la lutte anti-gang. Que pensez-vous des gangs? Est-ce que vous les craignez? Oui, ils sont très dangereux car la plupart du temps, lorsqu'ils nous attaquent, ils sont drogués, donc complètement imprévisibles. Dès notre arrivée à l'académie de police, on nous prévient que chacune de nos missions comporte beaucoup de risques. Mais nous, on est prêts à faire notre travail et à accomplir notre mission. Pour marquer l'événement, le ministre de l'Intérieur en personne a fait le déplacement. Quant à la presse locale, elle ne lui parle que de l'affaire Poveda. Mal à l'aise, le ministre botte en touche. Où en est l'enquête sur Christian Poveda? L'enquête avance. Vous pouvez nous en dire plus? Non, je ne peux rien dire. Et quand est-ce que nous pourrons voir des résultats concrets sur l'enquête? Cela ne dépend pas de ma volonté, tout dépend du déroulement de l'enquête. La langue de bois du ministre en dit long sur le malaise qui règne dans le pays autour de la mort de Christian. La police salvadorienne est sur la sellette. Aujourd'hui, le monde entier a les yeux braqués sur nous pour voir comment on va résoudre cette affaire. N'ayez aucun doute sur le fait que nous faisons un travail très professionnel et que pour nous, cette enquête est une priorité. Nous avons entre 3 et 4 unités qui collaborent en permanence sur cette affaire et qui apportent leur soutien à la division homicide. L'homme qui dirige la division homicide est d'habitude très discret. Mais il profite de notre présence au Salvador pour montrer qu'il ne plaisante pas avec l'affaire Poveda. Asseyez-vous. Au 6e jour de l'enquête, il nous reçoit dans ses bureaux et souhaite faire avec nous un point précis sur l'état de son travail. Sur les lieux du crime, nous avons analysé les traces de pneus laissées par la voiture de Christian Poveda. Et elles nous permettent d'affirmer que le véhicule n'a pas été stoppé de manière violente. Il a été garé normalement. On peut donc en déduire qu'il n'y a pas eu de guet-apens, que le journaliste est descendu de sa voiture tranquillement et que la violence a commencé plus tard. À l'intérieur de la voiture, nous avons trouvé d'autres indices comme des cheveux, des fibres de vêtements, des traces de sueur et des empreintes digitales. Mais l'avancée majeure de l'enquête, c'est la quasi-certitude acquise par la police que Christian a bien été tué par une nouvelle faction du gang de la 18. Une faction qui veut prendre le pouvoir et établir sa loi au sein de ce gang, dont Christian était pourtant si proche. Nous avons réussi à identifier une trace de chaussure. La personne qui a laissé cette trace est descendue par la porte arrière droite du véhicule de Poveda. C'est la trace d'une basket courante au Salvador, des baskets qui sont souvent portées par des jeunes membres de gang. On peut donc penser que la victime connaissait ces assassins et qu'elle leur a fait suffisamment confiance pour les emmener dans sa voiture. Ils sont redescendus ensemble, ils ont discuté avant de l'assassiner. Pour le moment, vous comprendrez que pour la confidentialité de l'enquête, je ne peux pas vous en dire plus. Comme nous insistons pour en apprendre davantage, l'inspecteur nous invite à nous rendre le soir même au commissariat principal d'Apopa, à quelques kilomètres du lieu du crime. Il est 19h. Au commissariat, l'ambiance nous semble tendue. Dans la cour, le drapeau est en berne. Un policier a été abattu dans l'après-midi, une balle à bout portant, tirée en plein centre-ville. Allô, allô, il me faut les patrouilles d'intervention, maintenant. Nous apprenons que 8 suspects ont été identifiés et qu'ordre a été donné de les capturer cette nuit. Mais la zone où les hommes se cachent est étendue. La police va devoir ratisser large. Plus de 30 policiers d'élite divisés en 4 patrouilles sont mobilisés pour l'opération. Ils acceptent de nous embarquer avec eux. Les gars, on se retrouve à la rivière. Nous approchons de la zone. Le commandant nous demande alors d'éteindre notre caméra, bien trop visible.
Nous sortons une caméra miniature. Les hommes, à l'arrière du pick-up, ont dû garder un pied en dehors de la voiture. On nous explique que cette position est obligatoire pour pouvoir bondir au moindre problème. C'est après ce pont qu'ils ont tué le journaliste. Voilà, c'est juste ici. Nous arrivons sur le territoire contrôlé par les gangs. À partir de là, toute personne croisée est potentiellement dangereuse. Les policiers ne prennent aucun risque. Les fouilles sont systématiques. Avance vers les phares. Donne tes papiers. T'as une arme? Non, j'en ai pas. On va fouiller ta voiture, d'accord? Qu'est-ce que vous cherchez exactement? On a une liste avec les noms des suspects que l'on doit arrêter. On est en train de vérifier l'identité de toutes les personnes que l'on croise pour voir si on peut les trouver. Et nous allons être à leur trousse toute la nuit. Des contrôles d'identité au hasard pour trouver des assassins, la méthode peut sembler surprenante. Mais dans cette zone de non-droit, la police n'a aucun moyen de procéder autrement. Le plus efficace, c'est encore de soulever les t-shirts à la recherche de tatouages. Les fouilles se succèdent sans résultat, quand soudain une information nous parvient du central. Les suspects pourraient se cacher dans une maison non loin d'ici. Nous, on est juste à côté de la maison. Si vous voulez, on peut les encercler ce soir, ou si vous préférez, on attend le lever du jour. Ok, on attend les ordres. 2 hommes sont envoyés en éclaireur. 10 minutes en approche, sur une pente escarpée dans l'obscurité presque totale. Les lampes torches sont interdites, trop repérables. Lorsque nous nous arrêtons, la maison est à 5 mètres devant nous. Mais des chiens ont entendu les policiers. L'opération semble compromise. Les chiens nous ont repérés. On ne va pas s'éterniser. La brigade quitte les lieux immédiatement. Au même moment, nous apprenons qu'une autre équipe a arrêté 5 hommes. Toutes les unités sont rappelées au commissariat. Voilà, ils sont là. 4 hommes dans la cellule, 4 suspects de premier plan. Ils ont à peine 20 ans. Le 5e est gardé à l'écart. Ses empreintes le désignent comme l'un des 2 hommes qui auraient tiré sur Cristian Poveda. Ces arrestations permettent à la police d'établir un scénario. Juan Napoleón Pérez, agent de police véreux, aurait fait courir le bruit que Cristian était un informateur de la police. Depuis la prison où il croupit pour de nombreux homicides, Nelson Rivera, un chef de gang, aurait donné l'ordre de l'abattre. C'est le Puma qui aurait organisé le meurtre. Les autres en seraient les exécutants. L'existence d'une liste de gens à éliminer semble se confirmer. Toutes les personnes ayant participé au film sont encore menacées. Les complices de ces hommes risquent de continuer leur macabre besogne. Avant de quitter le pays, nous reprenons contact avec Little One. Elle nous propose de la retrouver dans une maison loin de la ville, là où elle se cache. Nous devons nous y rendre dans la plus totale discrétion. Interdiction de sortir notre caméra tant que nous ne sommes pas chez elle, porte fermée et rideau tiré. Pour ne pas être vue et abattue depuis l'extérieur, elle vit dans la pénombre, avec ses 2 enfants. C'est le seul endroit d'où tu peux voir le ciel? Oui, c'est le seul endroit qu'on ait. Vers 4h, 4h30, le soleil entre ici. Alors je fais une petite installation pour qu'on puisse venir se mettre là, avec les enfants. J'installe une couverture et on peut s'allonger tous les 3. Mon fils regarde le ciel et il me dit « Regarde maman les oiseaux ». Il adore regarder les oiseaux. Aujourd'hui, le monde, elle le vit par procuration à travers la télévision. C'est ici qu'elle a appris la mort de Cristian
l'arrestation de ces assassins et l'existence probable d'une liste qui la condamne à mort. Une liste établie par les membres de son propre gang. Je pense tout le temps à ma mort, même en dormant. S'il m'arrive quelque chose, qu'est-ce qui va arriver à mes enfants? Je n'ai personne à qui les confier. Le seul qui pouvait faire quelque chose, c'était Christian, mais il est parti. Et pour moi, c'était plus qu'un ami. Il a joué un rôle de père. Il était avec moi. Il me soutenait aussi dans les mauvais moments. Christian passait souvent ici, on avait un projet ensemble. Il devait devenir le parrain de mes enfants. La dernière fois qu'on s'est vus, on parlait des préparatifs pour le baptême. Christian, c'était bien plus qu'un ami. Pas que pour moi, mais pour la majorité d'entre nous.